Bonsoir à tous et très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Lundi 23 janvier à la une, l'avion qui transportait l'ancien président malgache Marc Ravalomanana vers son pays a dû faire demi-tour. Les autorités de Madagascar ayant fermé l'espace aérien pour empêcher son retour d'exil. Pour en parler dans ce journal, Irish Ramazoasa, maître de conférence à l'université de Tananarive. Au moins une personne a été tuée, plusieurs blessés ce week-end à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors d'une attaque de jeunes contre un meeting de partisans de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Preuve que la normalisation politique reste difficile. Le Congo-Brazzaville sur la voie de l'autosuffisance alimentaire grâce au village agricole, le premier d'une longue série qui a vu le jour il y a un an et qui aujourd'hui a relevé le défi de réduire les importations des produits agroalimentaires. Nous y revenons dans un instant. Mais avant, Marc Ravalomanana, ancien président de Madagascar, exilé en Afrique du Sud depuis 3 ans, n'a une nouvelle fois pas pu mener à bien son projet, celui de retourner dans son pays. Monsieur Ravalomanana a tout simplement été empêché d'atterrir à Tananarive par l'autorité de transition malgache présidée par Ange Rajouel. Leila Bibley. Des soldats bloquent l'accès à l'aéroport de la capitale malgache. Face à eux, des milliers de partisans de l'ancien président Marc Ravalomanana sont là. Ils sont venus de tout le pays pour accueillir leur président en exil en Afrique du Sud depuis 3 ans. Nous, les vrais partisans de Marc Ravalomanana, nous, on n'excite pas les militaires. Et nous, on les comprend, eux, ils ont des ordres. Ils ne peuvent pas faire autrement. Mais nous, on a des revendications à faire. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre président revienne au pays, qu'il se présente au présidentiel. Et s'il ne sera pas élu, tant pis, s'il sera élu, tant mieux. Ces partisans ne le savent pas encore. La présidence malgache a fermé l'aéroport pour empêcher l'avion d'atterrir. L'avion retourne en Afrique du Sud. Nous nous insurgeons au nom des 3 mouvances contre une telle violation de la feuille de route de la part du président de la HAT qui a pris l'habitude de conduire les affaires de ce pays de manière unilatérale alors que nous avons tous signé la feuille de route le 17 septembre dernier instaurant une gouvernance consensuelle et inclusive à Madagascar. En fin de journée, la foulée se disperse sans violence. La présidence malgache veut désormais elle-même envoyer un avion en Afrique du Sud pour y chercher l'ancien président. Et justement, pour en parler en direct de Madagascar, Irish Ramazosoa, maître de conférence à l'université de Tananarive. Monsieur, bonsoir. Vous m'entendez ? Monsieur Ramazosoa ? Alors visiblement, nous avons un petit souci de communication. Je ne vous entends pas du tout. Alors on va essayer de revenir sur cette communication un petit peu plus tard. Mais dans le reste de l'actualité, au Nigeria, le bilan toujours provisoire des attentats commis vendredi soir à Kano, dans le nord du pays, a été porté à 178 morts dimanche, selon un médecin travaillant dans l'un des principaux hôpitaux de la ville. Le président nigérian Goodluck Jonathan a promis de renforcer la sécurité dans le nord du pays lors d'une visite dans cette région. Le Front populaire ivoirien a annoncé ce dimanche la mort d'un de ses partisans lors d'une attaque menée à Yopougon la veille à coups de pierre contre un rassemblement du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. L'ONUCI a vigoureusement condamné les violences malgré la présence de casques bleus lors de ce meeting qui a donc pris fin. Leila Bibley, Fernand Tonin. Plus de 10 personnes blessées à l'arme blanche ont été dénombrées au cours d'affrontements entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara, venus empêcher la tenue d'un meeting du Front populaire ivoirien. La persistance des jets de pierre a contraint la police ivoirienne, appuyée par la force onusienne, à disperser la foule par des jets de gaz lacrymogène. Ces affrontements interviennent au moment où le processus de réconciliation a été amorcé.
En visite à Abidjan en début de semaine, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a appelé à un dialogue inclusif inter-ivoirien. Des militants du FPI ont été agressés avec des pierres et une grenade lacrymogène à la place Figayo à Yopougon, où ils se sont massés pour le meeting dit rentrée politique. Avec l'intervention des gendarmes, policiers et casques bleus de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, un calme précaire régnait. Le président par intérim du FPI, Miaka Oureto, a dû mettre fin à la rencontre environ 15 minutes après son début, devant plus de 5000 personnes, dont certains désertaient les lieux, fuyant la reprise des jets de pierre. Et visiblement, nous avons retrouvé la communication avec Madagascar. Alors, Monsieur Irish Ramazosoa, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis encore là. Ah, très bien. Alors, revenons sur la situation à Madagascar. Alors, cette tentative de retour avorté de Ravalomanana a suscité des affrontements qui a fait un mort et plusieurs blessés. Quelle est aujourd'hui la situation générale à Tana? La situation, donc, c'est encore une situation de crise, comme je disais tout à l'heure, parce que le retour avorté a provoqué donc une tension entre les deux camps. C'est-à-dire, il y avait les membres de la mouvance Ravalomanana qui attendaient son retour, et de l'autre côté, les autres partisans qui ne voulaient pas son retour. Et alors, lors de l'incident, il y avait donc d'affrontements, et ça donne donc une impression de situation de crise sociale. Alors, quand je vous ai eu tout à l'heure en ligne, vous m'aviez parlé de grève. Oui. En fait, il y a toujours, comme la grève des enseignants-chercheurs à l'université qui continue. Il y a aussi, d'autre part, les magistrats qui font de la grève. C'est-à-dire, il y a donc les étudiants aussi qui font la grève. C'est une situation de crise qui se vit ici à Madagascar. Monsieur Ramazosoa, Ravalomanana risquait aussi une arrestation de la part des autorités malgaches. Alors, est-ce que c'était le bon moment de retourner dans son pays d'origine? Oh oui, en fait, oui et non, à mon avis. Hein. Parce que c'est oui si la solution, parce qu'il y avait un appel lancé par l'ex-président Didier Ratsirac pour à l'endroit des chefs des églises pour la réconciliation nationale. Et donc, si c'est le moment, donc ce sera mieux qu'il rentre. Mais c'est non, parce que pour le moment, vu la tension qui se trouvait donc à l'aéroport samedi dernier, la tension risque encore donc d'exploser. C'est-à-dire que ça va encore aggraver la situation. Alors, l'ancien président Ratsirac comme médiateur, en quelque sorte. Donc, une feuille de route a été signée et visiblement, elle n'a pas été respectée. Quelles sont les décisions politiques prises après cet événement? En fait, après cet événement, il y avait donc une décision prise par les membres de la mouvance Ravalomanana qui sont dans l'institution de suspendre leur participation au conseil de gouvernement ou bien au conseil des ministres, ce qui bloque l'application de la feuille de route. Alors, est-ce qu'une négociation est possible s'il y a ce genre de blocage de la mouvance de Ravalomanana? Oui, comme il y a beaucoup donc qui sentent que l'application de la feuille de route est bloquée, il y a donc l'appel qui a été lancé aussi par l'ex-président. Et il y a beaucoup donc qui souhaitent le dialogue malgache qui soit organisé. Et dans ce cas-là, c'est possible de faire la réconciliation nationale. Et on se demande également quels sont finalement les objectifs d'Ange Rajouel, le président de la transition actuellement, qui manifestement n'est pas pressé de résoudre cette crise qui persiste à Madagascar et d'organiser un scrutin présidentiel. Bon, en fait, c'est
il ne s'est pas encore prononcé, donc je ne sais pas exactement son objectif. Mais pour le moment, la dialogue ne passe pas, la feuille de route, c'est-à-dire l'application de la feuille de route, est bloquée. Est-ce qu'il y a possibilité qu'il continue de rester au pouvoir? Oh. Oui, probablement oui, mais bon, on sait jamais. Hein. Nous verrons cela. En tout cas, nous suivons évidemment la situation à Madagascar. Monsieur Erich Ramazosoa, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université de Tananarive et que vous étiez en direct de Madagascar. Dans le reste de l'actualité, les objectifs du millénaire pour le développement pratiquement atteints au Congo-Brazzaville et pour lutter contre la pauvreté et assurer l'autosuffisance alimentaire, l'État expérimente depuis 2010 le nouveau village agricole. Un an après, ce tout premier projet remplit déjà ses missions. Boris Agapit. Le Congo-Brazzaville, depuis une année, est en train de mettre en valeur une nouvelle expérience, les villages agricoles. Le tout premier, situé en cours à 80 km de la ville capitale, produit déjà ses fruits. Par sa vocation agro-pastorale, il alimente les villages environnants et Brazzaville en produits agricoles, en poulets et œufs. La culture est une activité contraignante, ça nécessite beaucoup d'efforts. Malgré ces difficultés, on essaye tant bien que mal de s'en sortir. Maintenant, en ce qui concerne la commercialisation des produits, des œufs, ce sont les Brazzavillois qui viennent s'approvisionner sur place. Ce village est composé de 40 familles disposant de 792 pondeuses et 2 hectares. Les exploitants de ce village ont accès à la terre, aux capitaux et à la formation, ce qui progressivement accroît l'offre de production agricole. Cette production appréciable connaît une légère diminution à cause de la mortalité des pondeuses confient ses exploitants. Dans tout élevage, il y a ce qu'on appelle un taux de mortalité. Il y a toujours des mortalités. Et la norme européenne est de 0,9%. Et nous sommes à 1% le taux de mortalité. Et c'est très faible. La mise en service de ce village agricole qui sera complété par d'autres préfigure l'agriculture de demain, une agriculture mécanisée dont le but est la maîtrise des données d'exploitation et la résolution du problème de l'insécurité alimentaire dans les centres urbains. Un mois après la rentrée politique de l'opposition au Niger, celle de la coalition des partis au pouvoir regroupés dans la mouvance pour la renaissance du Niger, c'était ce week-end. Et 9 mois après l'investiture du président Issoufou, les partis acquis à sa cause ont dressé un état des lieux de leur gestion. À Niamey, Pascal Janot, Ali Tondi Mokhtar. Depuis sa conquête du pouvoir il y a près d'un an, c'est pour la première fois que la coalition qui a porté Issoufou Mahamadou au pouvoir se retrouve dans le cadre d'un meeting populaire. Un meeting qui constitue non seulement une rentrée politique au titre de l'année 2012, mais aussi l'occasion de formaliser le cadre unitaire de ce regroupement politique qu'est la mouvance pour la renaissance du Niger. Le meeting qui a réuni plusieurs milliers de personnes à la place de la concertation s'est tenu un mois après celui organisé par l'opposition nigérienne regroupée au sein de l'Alliance pour la réconciliation nationale qui, on se rappelle, a brossé un tableau sombre de la gestion actuelle du pouvoir et les promesses non tenues par le président de la République. Des allégations rejetées par la mouvance pour la renaissance du Niger par la voix de Bazoum Mohamed, président par intérim du parti au pouvoir, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, qui ébauche quelques réalisations du régime. Malgré une conjoncture défavorable, marquée notamment par les effets de la crise libyenne et la situation qui prévaut au Mali et au Nigeria, ainsi que les nombreuses armes en circulation, notre situation sécuritaire est parfaitement maîtrisée. Nous avons assumé la décision du gouvernement de transition d'augmenter le salaire des fonctionnaires, pour certains de près de 30% en vérité. Nous avons recruté plus de 1100 infirmiers et sages-femmes dont nous avons substantiellement amélioré les salaires à l'instar de ceux des médecins. Nous avons recruté plus de 3500 enseignants. Nous savons que cela reste insuffisant et c'est pourquoi nous comptons faire plus à l'avenir.
Ce meeting, selon ses organisateurs, est le premier d'une série qui seront organisées tout le long de l'année en vue de mobiliser la troupe et de rendre compte de la gestion du pouvoir par la mouvance pour la renaissance du Niger. Autre meeting avec ce décollage réussi, ce sont les mots de la presse française pour qualifier le premier grand meeting de François Hollande pour la présidentielle d'avril 2012. Un jeu de mots en référence au Bourget où l'ambiance était électrique ce dimanche devant plus de 15 000 personnes. Politique, finances, constitution, Europe. Il a commencé les grandes lignes de son programme. Toujours en tête des intentions de vote, les réactions de la droite au pouvoir ne se sont pas fait attendre ce lundi matin. L'UMP salue la forme pour mieux attaquer le candidat socialiste sur le fond de son discours. Ambiance plus qu'électrique également au Gabon à l'issue du match d'ouverture de la CAN remporté par la Guinée équatoriale 1-0 face à la Libye. Les supporters équato-guinéens vivant à Libreville sont descendus dans les rues de la capitale pour célébrer la victoire d'une Zalang nationale. On regarde. Ça c'est très bon, on est content que le Gabon fait la même chose. Allez les banquiers, on supporte le pays organisateur, c'est bon. Content, je suis dans la joie, mon Dieu. Que Dieu bénisse la Guinée équatoriale et le Gabon. Je suis dans la joie, mon Dieu. C'est la joie, l'Afrique centrale. C'est bon, c'est bon. On espère bien que lundi, on fait la même chose au Gabon. La finale c'est lundi, on laisse ça. La finale c'est lundi. Il faut que Dieu bénisse le Gabon et la Guinée pour qu'on puisse gagner, c'est tout. Je remercie le Seigneur qu'on a gagné. On a un bon président. Il faut que le Gabon aussi gagne pareillement. Justement, le Gabon, l'autre pays organisateur, a gagné son premier match face au Niger 2-0. Début réussi donc pour les Panthères. 2 buts grâce à Aubameyang et Nguema. Libreville est en joie après la victoire donc de ces Panthères qui affronteront le Maroc vendredi prochain. Le Niger jouera sa tête le même jour face à la Tunisie dans ce groupe C. Nous y reviendrons dans le journal des sports demain mardi. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre édition. Mais avant, un dernier rappel des titres. La présidence malgache a fermé l'aéroport d'Ivato pour empêcher l'avion de Marc Ravalomanana d'atterrir à Madagascar. Ses partisans ont annoncé qu'ils suspendaient leur participation aux institutions de transition après la signature par les différents partis d'une feuille de route. En Côte d'Ivoire, au moins une personne a trouvé la mort et plusieurs autres blessés ce 21 janvier lors d'un meeting des partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo, un nouvel incident qui témoigne des tensions qui persistent un an après la crise post-électorale. Réduire les importations des produits agroalimentaires, pari gagné pour le Congo-Brazzaville qui a mis en place il y a un an le premier village agricole désormais sur la voie de l'autosuffisance alimentaire. Le pays a bien l'air d'être tout près des objectifs du millénaire pour le développement fixés pour 2015. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de votre attention. Je vous laisse en compagnie du JT Sport présenté par Ahmed Parezo. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. À demain.